Présenter l'honorable Jerry Tama. Il est président, euh, il est président d'un parti politique, le NETS, Nouvel Engagement Togolais. Euh, Honorable Jerry Tama, soyez les bienvenus. Je suis heureux d'être sur ce plateau. C'est avec plaisir vraiment que nous vous recevons sur ce plateau. Malgré votre agenda très chargé, vous avez accepté de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour nous. Le plaisir partagé. Et c'est un plaisir pour nos téléspectateurs aujourd'hui. Ils vous attendaient beaucoup. D'accord, ben, je suis là. Sur les réseaux sociaux, nous avons partagé votre invitation. Aujourd'hui, les gens ont réagi positivement. D'accord. Vraiment, c'est un plaisir, un grand plaisir pour nous. D'accord. Je les remercie aussi pour leur patience en vue de cette émission. Oui, honorable Jerry Tama, comment se porte votre parti, le NETS? Ben, écoutez, le net se porte comme tous les partis montants. Je ne vais pas dire tous les grands partis parce que nous sommes un parti en devenir. Donc c'est un parti qui travaille beaucoup sur le terrain. Malgré les contraintes aujourd'hui liées à la pandémie au coronavirus, je peux dire que le parti se porte très bien et qui se prépare aussi à affronter les échéances qui viennent. Aussi, puisque nous sommes dans une émission qui a pour beaucoup de téléspectateurs les chrétiens, cette question vraiment, je crois que c'est une question chrétienne. Êtes-vous chrétien, honorable Jerry Tama? Moi, je suis chrétien catholique, il me reste que l'extrême onction comme, comme comment ça s'appelle, au niveau des sacrements, voilà. Je fais tous les sacrements jusqu'au mariage. Ah, Donc bon. il reste que l'extrême onction, dont je ne suis pas prêt de recevoir. Bon, ça va. Donc je suis chrétien. Donc catholique. vous êtes chrétien catholique. Catholique. Et, même si je ne suis pas aussi pratiquant que je l'aurais souhaité, je suis quand même pratiquant. Merci beaucoup. Oui, avant de commencer, nous allons, excusez-moi, de lire un peu la biographie de l'honorable Jerry Tama. Après une licence en sociologie à l'université de Lomé, vous êtes entré à l'école supérieure militaire Saint-Cyr, d'où vous êtes sorti diplômé d'officier et une maîtrise en droit international humanitaire. Aujourd'hui, homme politique. Le tout premier officier de l'armée togolaise à s'être lancé ouvertement en politique. Écrivain, auteur du roman Parcours du combattant et du recueil de nouvelles, Chroniques de la caserne. Chef d'entreprise et député à l'Assemblée nationale. Vous avez été candidat à la présidentielle de 2015. Honorable Jerry Tama, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai Non, manqué? ça va. Non, vous savez, les biographies, plus elles sont courtes et concises, mieux les gens retiennent quelque chose. Quand on commence à dire où est-ce qu'il a fait le CP1, le CP2, le CE1, on n'en retient pas grand-chose. Donc je pense que votre biographie est correcte. Merci. Et correspond donc à ce que je suis aujourd'hui. Oui, à voir votre parcours, est-ce que Dieu ne vous a pas béni? Non, moi je pense que je dis toujours que je fais partie de ceux qui ont été loin dans le sein du Christ. Parce que il y a tellement de situations où je pense que d'autres malheureusement parfois échouent ou bien se perdent courage. Et moi aujourd'hui, bon, je suis peut-être à la moitié de mon parcours, je l'espère d'ailleurs. Mais je crois que oui, je suis quand on parle de quelqu'un qui est béni, ben, je suis quelqu'un de béni. Il faut le dire. Je viens de loin et chaque fois, comme vous l'avez dit, moi j'ai quitté l'armée. C'est extrêmement rare de voir un officier togolais qui démissionne de l'armée, qui ne quitte pas le territoire, qui reste dans le pays, et non content de rester dans le pays, qui fait la politique. Ben, ça, on n'en trouve pas beaucoup. Et donc voilà, j'ai un parcours atypique. Aujourd'hui, je dois, sans l'ombre d'un doute, dire je fais partie des gens qui ont été bénis et qui continuent. J'espère que ça va continuer à être béni. J'ai une étoile quelque part là-haut. Merci beaucoup. Et aussi, bon, vu votre parcours, vous avez été officier. Après, vous avez suivi les cours. Bon, vous êtes un homme d'affaires, s'il faut le dire ainsi. Oui, oui, non, c'est de ça que je vis. Bien sûr, vous êtes écrivain Oui. et homme politique. Mais ce qui nous concerne ici, c'est l'étiquette politique qui nous concerne dans cette émission. Pourquoi la politique? C'est la politique qui vous a épousé ou bien c'est vous qui
Ah, mais c'est vous qui épousez la politique. Non, je pense que la politique et moi, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Disons que ça a été une affaire, quand j'ai quitté l'armée en 2008, je ne pouvais pas imaginer un seul instant un jour être dans une émission comme ça en train de parler de politique, moi avec l'étiquette homme politique, député, président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Disons que j'ai toujours été porté vers l'écriture. Donc quand j'étais dans l'armée, mon premier livre Parcours de combattant a été écrit quand j'étais encore dans l'armée. Et après être affranchi des contingences militaires, j'entretenais un blog qui s'appelait à l'époque Togo Terre d'aventure. Et donc, c'est mes publications sur le blog qui progressivement ont fait que j'ai commencé à être invité par les médias. Et après la sortie de mon premier bouquin, donc j'étais devenu quand même une curiosité blogueur, écrivain. Et donc, à force d'écumer, comme on le fait actuellement, les plateaux télé et radio, en fait, une question a fini par se poser à moi et à certaines personnes qui me suivaient. Est-ce qu'on se contente de critiquer ou alors on décide de rentrer dans la danse? Bon, certains ont dit non, mais on fait une association, d'autres ont dit ben, on fait un parti politique. Donc c'est comme ça, quand on dit le net, à la limite, il a une deuxième définition, certes c'est le nouvel engagement togolais, mais c'est quand même un parti qui s'est basé sur des gens qui sont rencontrés sur Internet. Ça ne me gêne pas. Parfois, il y a des gens qui étaient dans notre bureau que je ne connaissais pas autrement que par le lien d'Internet ou des réseaux sociaux. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. À un moment, on s'est dit, est-ce qu'on se contente de critiquer ceux qui sont là ou bien nous qui sommes... en 2012, on était jeunes, aujourd'hui on commence à être moins jeunes. Et nous qui sommes jeunes, est-ce que c'était pas utile de s'engager? Puis on a décidé de s'engager. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans cette histoire. Parce qu'on ne voulait plus être uniquement à la périphérie, à critiquer, à donner des leçons. Alors que ben, aujourd'hui, nous-mêmes, on a des gens, c'est que c'est compliqué. Oui, honorable, je vais vous poser cette question. Tout récemment, vous avez sur le terrain, et notamment dans la COSA, vous avez fait un don de lampadaires dans la COSA. Mais pourquoi vous avez choisi la COSA? Non, en réalité, mon affaire de lampadaire n'a pas commencé par la COSA. Moi, quand j'ai fini, j'ai été élu dans l'Est-Mono, vous savez, je suis député à l'Est-Mono. J'ai fait le point. Il y a des choses qu'un député peut faire. Installer des lampadaires. Il y a des choses qui sont difficiles à un député. C'est faire un pont, c'est faire une route. Parce que les sommes sont exorbitantes. Et donc, je m'étais engagé, depuis donc 2018, bon, enfin 2019, à doter progressivement un certain nombre de villages de lampadaires. Je me fixe comme objectif d'en donner 5 par village. Ça permet d'éclairer le marché, ça permet d'éclairer l'école, et puis ça permet éventuellement d'éclairer une place publique. Comme ça, le soir, les enfants peuvent venir étudier sur la place publique ou bien dans l'école. Moi, j'ai grandi à Sioux dans les années 80. Il n'y avait pas d'électricité. On a appris nos leçons à la lueur de la lampe tempête. Et je peux dire que ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable et ça finit même par avoir des incidences sur l'acuité visuelle. Donc, du coup, ben, c'est un projet que j'ai lancé. Et puis, on a eu les élections locales de 2019. Et quand je faisais une tournée pour remercier les populations et nos militants qui ont porté leur voix sur nos conseillers. Donc, je suis arrivé dans ces deux communes de la COSA, commune 3 et commune 4, où là où nous nous sommes retrouvés, la première commune où c'était, donc on s'est retrouvé à Agbang, pour ceux qui connaissent, qui le suivent et qui connaissent. Ben à Agbang, en fait, la première doléance qu'ils ont dit, mais si vous pouvez nous mettre au moins un lampadaire au niveau de la place du marché, parce que c'est là où on se retrouve. Et je leur ai dit, oui, on verra, on va essayer de voir si on ne peut pas mettre un lampadaire. Le deuxième endroit, donc à Kudjukada, comme pour ceux qui connaissent aussi, c'est dans le canton de Tchambadé. Mais là, c'est que nous sommes arrivés en retard, à 18h. Mais on a fait un meeting à la lueur des phares des voitures. Voilà, c'est-à-dire les gens, on a dit aux gens, bah, écoutez, rentrez, on ne peut pas venir. Ils ont dit non, ils nous attendent. Donc les gens nous attendaient depuis 15h. Nous sommes arrivés, on a fait donc le truc et les gens ont dit, bah, écoutez, vous-même, regardez quoi. Donc c'est une relation de cause à effet. Dans l'Est-Mono, je le fais parce que c'était une promesse. Mettre dans chacun des 7 cantons, au minimum, choisir 2 villages où on met 5 lampadaires. Ce qui nous fait 70 lampadaires en tout. Et maintenant, dans ce truc-là, quand j'ai fait le tour, j'ai dit, bah, écoutez, je vous reviendrai. Vous imaginez, depuis 2019,
Là, c'est quasiment plus d'une année plus tard, j'ai essayé de réunir tout ce que je fais, tout ça sur fonds propres. Donc voilà, ça n'a absolument rien à voir en dehors d'une promesse de campagne. Mais j'aimerais aussi rappeler à nos téléspectateurs que selon l'article 52, un député est un représentant de la nation. Il n'est pas le mandat impératif est nul. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas le représentant de l'Est Mono. Vous êtes le représentant de la nation togolaise. Et que si vous avez les ressources et que vous voulez faire une œuvre sociale quelque part, il n'est pas forcé que vous fassiez dans votre circonscription ou dans le lieu où vous habitez. C'est partout besoin sera, comme le disent les militaires. Voilà, donc c'est tout, il n'y a pas de calcul. Et puis si actuellement nous voulons mettre 15 lampadaires dans les deux communes, après peut-être ça va être ailleurs. Vous savez, moi je suis originaire du Felgou. Et aujourd'hui, ces besoins, par exemple, d'éclairage public, c'est des problèmes qui sont nationaux. On a des milliers de villages qui sont confrontés à ces problèmes, y compris dans du Felgou. Donc si demain, j'ai les ressources et que je peux faire aussi dans un ou deux villages de Felgou, je le ferai. La preuve, c'est que chaque fois, mes frères de Felgou disent, ben, vous faites partout, vous ne venez jamais chez nous. Voilà, mais c'est en fonction des ressources qu'on peut mobiliser. Merci, honorable. Ce geste, est-ce que, bon, bientôt les régionales, est-ce que ce geste, c'est pour préparer le terrain pour les régionales, c'est une pré-campagne ou bien... Non, les régionales, comme vous l'appelez, c'est-à-dire les régionales, c'est des élections qui sont grosses, parce que ça va concerner les régions. Si vous allez mettre 5 lampadaires quelque part, honnêtement, l'impact sur la région est assez insignifiant. Mais comme je vous l'ai dit, c'est que c'est... Bien sûr, est-ce que c'est une façon de préparer non, parce que, le terrain? Honnêtement, quand vous mettez un lampadaire quelque part, ça profite à tous les gens dans un milieu, qu'ils soient de UNIR, qu'ils soient de NET, qu'ils soient de l'ANC. C'est un geste politique. À la limite, si vous voulez préparer le terrain, offrez des kits de maison à des gens, et comme ça, en ce moment-là, vous ciblez. Maintenant, après qu'il y ait des retombées politiques, je suis un politicien. Je ne me cache pas, si demain j'ai plus de personnes qui votent pour moi parce qu'ils m'ont vu installer des lampadaires, tant qu'à faire. Mais sur le fond, quand nous installons des lampadaires, nous ne disons pas aux gens, ben, écoutez, votez pour nous parce que nous avons installé des lampadaires. On n'a même pas de discours politique quand on vient faire ces actions-là parce que nous considérons qu'aujourd'hui, au Togo, il y a des gens qui sont mieux que d'autres. Et la solidarité devrait faire en sorte que ceux qui ont trouvé un peu, sans se dépouiller des privilèges qu'ils ont. Écoutez, si vous avez 100 francs, ne donnez pas 115 francs pour garder 25 francs. Mais si vous avez 100 francs, que vous pouvez donner quand même 25 francs sur les 100 francs pour aider des gens à réduire leurs conditions, la dureté, la précarité de leurs conditions de vie, il faut le faire. Mais au même moment, il faut le dire aussi pour nos téléspectateurs, la mission d'un député, c'est de contrôler l'action gouvernementale et voter des lois. Donc ça ne fait pas partie du package. Qu'un député ne le fasse pas, ce n'est pas criminel, ce n'est pas un scandale. Maintenant, certains peuvent décider de le faire, d'autres vont décider de ne pas le faire. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de le faire dans la mesure de mes moyens. Maintenant, après, ce n'est pas forcé. Et la preuve, c'est que, ben, il y a des partis qui gagnent les élections tout le temps, mais qui ne font pas d'œuvre sociale. Donc, après la COSA, c'est quel Non, mais après la COSA, je suis revenu. Au fait, on a fait la réception des lampadaires dans les deux communes, donc le samedi. Dimanche, j'étais dans l'Est Mono, dans un autre village qui s'appelle Abinga, pour recevoir 5 lampadaires. Donc, du coup, au fait, les gens, bon, peut-être par rapport à la polémique suscitée, les gens ont plus retenu l'installation de Kara, alors que ben, dans le dimanche qui a suivi, j'étais dans l'Est Mono, particulièrement dans le canton de Lavagnon, même pour réceptionner 5 autres lampadaires. Donc là, actuellement, j'ai 3 autres villages qui sont en stand-by donc ça me fait 15 lampadaires que je dois installer d'ici la fin du mois, Inch'Allah. Et puis après, bon, ben, je vais continuer mon programme que j'ai fait par rapport à la préfecture de l'Est Mono, à savoir deux villages par canton, ça en fait donc 14 cantons. Et puis après, on verra. Et dans Doufelcourt, vous êtes beaucoup attendu dans Doufelcourt. Oui, bon, c'est ce que je dis. Est-ce que vous avez un programme? Non, vous savez, moi je considère que quand on embrasse trop, on ne traîne pas. Je l'ai dit, j'ai mis une première étape. Quand j'ai fini l'étape de l'Est Mono, sans aucun doute, j'irai faire des choses dans le Felgou. Mais au moment, si j'ai une vocation nationale, vous savez, vous l'avez dit dans votre biographie, hein, j'ai été candidat à une élection présidentielle.
Donc ça veut dire que s'il y a une vocation nationale, je dois faire en sorte que pouvoir faire tout ça là partout. Mais bon, c'est l'argent qui manque, il faut dire la vérité. C'est les ressources qui manquent. Donc, je le répète encore, je fais à la mesure de mes moyens, mais je continuerai toujours à prendre une partie, parfois la plupart du temps même, toute partie de mes indemnités de député et plus. Parce que quand vous prenez par exemple les lampadaires que nous avons installés dans la COSA, c'est des lampadaires qui nous font 400 francs d'unité. Quand vous en installez même que 10, vous êtes à 4 millions. Je ne suis pas payé à 4 millions à l'Assemblée nationale. Donc voilà, on fait des choses sans compter, en se disant, ben, si ça peut profiter, même si ce n'est que 100 Togolais que ça profite, à la limite, on peut espérer que ça va susciter chez d'autres compatriotes l'envie de faire la même chose. Et que, bon, ben, si aujourd'hui, nous sommes 93 députés, si 93 députés décident de donner 10 lampadaires, même ne serait-ce que sur le mandat, ça vous fait quand même 910 lampadaires, ça peut permettre qu'on identifie un village depuis un avion, tant qu'à faire. Donc voilà, si ça peut susciter d'autres vocations, d'autres intérêts, soit dans le même domaine. Moi, j'ai choisi ce domaine-là parce que j'ai vécu au village, je sais que la lumière fait tout. La lumière change la vie d'un village. Mais bon, il y a d'autres choses. Il y a les forages, l'état des routes. Il y a même aujourd'hui, vous savez, actuellement, le gari coûte quand même 2000 francs. Donc, il y a d'autres problèmes. Peut-être qu'on ne peut pas faire en sorte de faire baisser le prix du gari à l'échelle nationale, mais on peut peut-être, même le maïs aujourd'hui coûte à l'intérieur du pays 600 francs. Donc, si on ne peut pas faire baisser le prix du maïs parce que c'est quelque chose, c'est de la spéculation nationale, on peut peut-être acheter 10 bols de maïs à quelqu'un qui, aujourd'hui, a du mal à manger 2 fois dans la journée. C'est de la solidarité. Oui, est-ce que Honorable Djeritama a une fois fait un geste chrétien? Qu'est-ce que je vais dire par là? Est-ce qu'une fois vous avez fait un don de, de paroisse quelque part, ou bien vous avez ce que dans les églises il y a des veuves, il y a des orphelins? Est-ce qu'une fois vous avez porté soutien à l'endroit de ces démunis dans les églises? Soit si vous avez un projet dans ce sens. Non, pour être honnête, non. Quand vous savez, l'année dernière, lors du Covid, j'ai distribué énormément de kits alimentaires. Je pense qu'on était quasiment à 300 kits alimentaires. Non, plus même un millier de kits alimentaires. Sachant que le kit alimentaire nous faisait 9 000 francs. Bon, voyez, on se retrouve quand même à des niveaux assez élevés. Mais c'est vrai que parfois, j'ai peur de rentrer dans des querelles de chapelle. C'est-à-dire que quand vous commencez, j'ai même déjà eu ce problème-là, ne serait-ce que dans les quartiers, quand vous commencez à donner dans tel quartier, on vous dit, mais pourquoi vous donnez dans tel quartier et vous ne donnez pas dans tel quartier? Et moi, je pars toujours du principe que la religion est quelque chose de passionnel. Moi, je dis toujours, la religion, c'est la rencontre entre nous et notre Dieu. C'est quelque chose qui est très subjectif, qui est très personnel. Et c'est le domaine qui suscite le plus dans nos passions. Donc j'évite dans la mesure du possible de rentrer dans ces clivages-là. Donc je préfère par exemple quand je me dis je vais offrir 1000 kits alimentaires à 1000 foyers au Togo, et à Lomé, c'est à Lomé qu'on l'a fait exclusivement, ben, je sais que je vais embrasser certainement, parce que vous savez, le Christ il a dit je viens pour les pauvres, je vais embrasser certainement des milliers de pauvres qui viennent de confessions différentes. Donc voilà, la seule action que je me souviens avoir fait comme acte vers ma congrégation, c'est au village chez moi ici où j'ai offert un brouilleur à l'époque parce que c'est parfois, avec le téléphone, c'est parfois tellement dérangeant de se retrouver avec, comment on appelle, avec un culte où toutes les 5 secondes il y a un téléphone qui sonne. Donc j'ai offert un brouilleur, mais ça date de cela d'une 8 ou 9 ans. Sinon, toutes les actions que je fais, je préfère les faire de façon indiscriminée, sans rentrer dans ces considérations. Si vous êtes député à l'Assemblée nationale, je crois 6e législature, bien sûr, si on vous disait de faire la conclusion sur la situation sociopolitique du Togo, quelle conclusion faites-vous? Le Togo est un pays aujourd'hui qui vit dans une précarité assez importante. Je ne fais que faire parler les chiffres, 50% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Nous avons, quand on fait le cumul du taux de chômage et du taux de sous-emploi, on se retrouve à entre 39 et 43%. Donc
ça veut dire quand même que près de la moitié de la population active est dans une situation de chômage ou de sous-emploi. En fait, ce qui est difficile, chez les Blancs, c'est facile de distinguer chômage et non-chômage. Chez nous ici, bon, quelqu'un qui se démerde, qui vend, qui fait Z alors qui fait Z en se disant que c'est je m'occupe de ça en entendant. Quelqu'un qui se démerde en vendant les portables au marché, bon, ou bien le villageois qui est au village qui cultive son champ, est-ce qu'il a chômage ou n'a pas de chômage? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le terme de sous-emploi est beaucoup plus utilisé pour désigner des gens qui donnent l'impression d'avoir une activité, mais la plupart du temps sans rémunération, bien sans rémunération, qui leur permet de vivre dignement. Donc oui, nous sommes un pays qui a des difficultés, nous sommes très mal classés par rapport à la pauvreté dans le monde. Et nous sommes dans le dur, surtout depuis le Covid. Moi, je fais partie de ceux qui disent, faisons attention, on risque que ce ne soit pas le Covid qui nous tue, mais ce soit la faim. Parce qu'avant même que la Covid n'arrive, c'était déjà très difficile. Aujourd'hui, on a beaucoup de restrictions qui font que, même dans la tête des gens, les gens se disent, ben, écoutez, il ne faut pas entreprendre, il ne faut pas initier quoi que ce soit, parce que bon, ben, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un pays qui est en difficulté économique. Bon, politique, ça c'est un peu tassé, on n'a plus de manifestations et tout ça. Mais sur le plan socio-économique, on a quand même d'énormes difficultés. Oui, maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a des propositions de loi pour sortir les Togolais de la précarité que vous proposez au sein de l'hémicycle? Non, nous avons au Togo de bons tests. On a de très bons tests. C'est leur mise en application qui ne marche pas. Je vais vous donner un texte de la Pulsia. On a mis la Pulsia pour courir derrière la corruption et l'enrichissement illicite. Bah, ça fait combien d'années que la Pulsia n'a jamais rien entendu? Mais la Pulsia travaille. Bah oui, mais la Pulsia travaille. Vous avez aujourd'hui des normes de situation où quand même, c'est-à-dire que, comme quelqu'un le dit, vis-à-vis devant le client, comme la route Lomé-Vaughan, comme l'affaire de la CAN, vous avez des situations vis-à-vis devant le client, on sait qu'il y a eu prévarication. Maintenant, ben, si au bout de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, il n'y a pas de résultat, c'est vrai que là, on a un outil sur le plan institutionnel, formel qui existe, mais qui, dans sa mise en œuvre, a énormément du mal à être efficace. Et c'est la même chose sur beaucoup de choses. On a des meilleurs textes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous envient de notre code électoral. On a un bon code électoral. Mais quelles sont les premières à le décrier? Ben, c'est nous-mêmes, acteurs politiques. Donc, ce n'est pas tant les textes qui posent problème, mais c'est leur mise en œuvre qui pose problème. Parce qu'après, là, vous rentrez dans la bonne foi des acteurs, l'implication plus ou moins directe de beaucoup de personnes qui font que, finalement, qui va attraper qu'ici, vous avez tous mangé. C'est comme au village. Tu vas voler le maïs dans le champ de quelqu'un, tu viens donner au fils du propriétaire. Il mange. Et maintenant, si on va demander Zapata, comment on a dit ça ici, là, ou bien chez nous, on appelle le tonnerre. Ça va taper le fils du propriétaire. Donc, quand le fils du propriétaire découvre que son fils a mangé un maïs d'origine douteuse, il évite de l'appeler le tonnerre. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde est impliqué, ben, qui va appeler le tonnerre, c'est qui? Donc, c'est ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, on a de bons textes, mais on n'a même pas d'implication. Mais c'est votre rôle au niveau de l'Assemblée nationale de faire appliquer ces lois? Non, l'Assemblée nationale contrôle, deuxième mission, contrôle l'action du gouvernement. Ce contrôle-là se passe par quoi? Par des interpellations. Quand vous invitez un ministre, je prends un exemple, moi je n'étais pas à l'Assemblée, mais à l'époque, ça a défrayé la commune. Le ministre des Travaux publics à l'époque est venu à l'Assemblée, on a posé des questions, on a dit non, mais écoutez, l'argent qu'on a pris, une société a pris pour se rééquiper. Quand il a fini de dire ça, là, vous, en tant que député, vous lui faites quoi? Sauf si vous avez une majorité qualifiée pour demander, non pas la démission du ministre, parce que l'Assemblée nationale n'a pas cette prérogative, mais la démission du gouvernement. Donc, faites une motion de censure au Premier ministre. Ben, chef, moi, il y a 4 députés sur 91. Je peux quoi? Je ne peux rien faire. Je peux faire des interpellations. Écriture orale, le ministre il va venir nous dire ce qu'il a bien envie de nous dire. Tu n'es pas content au bout de 4 ou 5 échanges, on dit, bon, écoutez, on a compris comme ça. Allez fermer les bancs et puis rentrer chez vous. Donc oui, on fait le travail, vous nous suivez certainement sur les réseaux sociaux, on dénonce, on interpelle, on publie les interpellations, ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce que ça c'est fait que ça va mettre tellement à des situations qui aujourd'hui ne sont pas de très bonnes situations. Voilà. Ok, maintenant,
Bientôt les régionales. Mhm. Mais quel regard portez-vous sur les régionales qui vont se passer bientôt dans ce pays? Je crois que c'est la première fois dans ce pays qu'il y ait des régionales. Les régionales vont être compliquées. Pour une Pourquoi? raison très simple, c'est que pour le moment, on n'arrive même pas à maîtriser les communes. Actuellement, les communes, c'est tout le monde tire le diable par la... Non, quand je dis même tout le monde tire le diable par la queue, c'est un euphémisme. Le diable tire tout le monde par la queue dans les communes. Et beaucoup de maires aujourd'hui sont obligés de renoncer à leur salaire parce que les ressources ne suivent pas. Donc quand vous allez mettre les régionales demain, ben, ça va être un peu plus compliqué. Mais au même moment, il faut reconnaître que la décentralisation, nous avons mis trop de temps à ne pas la mettre en place. Et on ne peut pas invoquer les difficultés de mise en œuvre de la décentralisation au niveau des communes pour ne pas faire les régionales. Vous savez, la France a mis près de 40 ans pour asseoir sa décentralisation. Une fois qu'elle a assis, à l'époque, il y avait les 3 niveaux, ils ont commencé à casser encore. Donc ça va mettre du temps. Celui qui pense que ça va pas mettre du temps se trompe. Ça va mettre du temps, on va beaucoup tâtonner, on va beaucoup hésiter, on va beaucoup expérimenter. Mais je pense que les régionales sont importantes parce que ça va permettre d'avoir les deux niveaux de décentralisation. Un niveau qui est communal, qui s'occupe des problèmes au quotidien, et un niveau qui est au niveau régional, qui s'occupe vraiment des problèmes au niveau de la région et qui peut apporter donc une voix discordante vis-à-vis de l'exécutif. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Mais bon, on mettra du temps. De toute façon, je ne pense pas qu'on pourra organiser les régionales cette année. Nous sommes déjà au mois de mai, on a encore rien entamé. Donc, ouais, mais on les organisera soit cette année ou l'année prochaine, on les organisera et ce serait bien. Et sachant qu'aujourd'hui, là, on a besoin des régionales pour compléter le Sénat et on a besoin du Sénat pour compléter la Cour constitutionnelle. Donc, voilà. Donc, il y a des échéances politiques qui sont là et qui font que il faudra bien faire les régionales. Et comment le net est en train de se préparer pour les régionales? Et est-ce que vous êtes prêt pour ces régionales? Non, vous savez, nous sommes toujours sous l'état d'urgence. Donc, avec l'état d'urgence, il y a l'état d'urgence, actuellement, les dernières mesures, on a dit pas plus de 15 personnes. Donc, vous faites comment pour faire pas plus de 15 personnes? Bon, les gens qui sont en ville peuvent faire les réunions virtuelles, mais pour mes amis à El Avagnon là-bas, d'abord trouver une bonne connexion, c'est la croix et la bannière. Et une fois que vous avez trouvé une bonne connexion, le coût de la connexion fait que vous n'êtes pas prêt à vous connecter pour faire 30 minutes de réunion virtuelle. Donc, pour le moment, nous voyons venir, nous attendons d'avoir un calendrier. Et à partir de là, nous espérons que d'ici là, quand même, la situation de la pandémie aurait amélioré en bon. Et en ce moment-là, bah oui, après, quand tout sera ouvert, on pourra aller sur le terrain et préparer. Pour le moment... Donc le net participera bah oui, au régional. Oui, mon frère, on n'a pas fait législative locale pour rater les régionales. Nous avons toujours dit, la seule façon de dévolution du pouvoir dans un pays, c'est les élections. Donc on va pas... On nous a, moi aussi, vous vous souvenez, on m'a lapidé en Bruxelles parce que j'avais osé dire qu'il fallait organiser des élections au Togo. Je ne vais pas me faire jeter des œufs sur la gueule à Bruxelles et revenir après, faire les élections législatives, faire les élections locales, municipales et ne pas faire les régionales. On les fera, il n'y a pas de problème. Oui, aujourd'hui, le net aujourd'hui pilote quelques mairies du Togo. Et comment se portent ces mairies? Non, nous sommes présents dans 3 communes comme maire adjoint, donc on pilote aussi, puisque nous sommes dans l'exécutif. Oui. Comme je vous le disais, c'est difficile. C'est difficile parce que la gestion des ressources, la collecte des ressources est extrêmement difficile. Autant Lomé, ça va encore parce qu'il y a énormément de choses, mais à l'intérieur du pays, c'est très compliqué. Donc, du coup, tous les programmes... Oui, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Non, mais c'est la recette. La recette, parce que quand vous prenez une ville, un village comme Esmono, Oui. où vous avez un petit marché, mais c'est tout. Mais vous trouvez les recettes où? À part le marché, il n'y a pas des Ben infrastructures. non, il n'y en a pas. Mais il faut créer. Mais il faut les créer. Ben, écoutez, c'est un peu comme un marché. Si vous créez un marché et que vous n'avez pas les gens qui viennent au marché, le marché va vous regarder. Donc il ne faut pas non plus ponctionner les gens en créant des taxes. Vous savez, au départ, il y a des maires qui ont créé des taxes, les taxes sur le soja, les taxes sur le maïs, ainsi de suite. Ben, écoutez, l'objectif, ce n'est pas non plus de compresser les gens. Donc il ne faut pas créer des taxes fantaisistes sous le prétexte que je vais assurer mon quota de recettes. Il faut créer des taxes qui soient justes et qui soient surtout programmées, prévues par le Code général des impôts. Il y a un budget défini initialement. Donc, il faut... Oui, mais ce que je dis, c'est que vous mettez votre budget sur la base des recettes prévisibles. Oui. C'est pour ça aujourd'hui, vous avez des communes qui ont comme budget 33 millions parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'autres recettes que 33 millions. Donc c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire,
ça met du temps. Moi, j'aurais souhaité que le gouvernement, pour accélérer la chose, mette plus de fonds. Hein, en 2020, on n'a mis que 2 milliards. Cette année, on est monté à 3 milliards. Mais 3 milliards pour 17 communes, c'est insignifiant. Ça ne fait rien. Il y a 117 communes plutôt, c'est insignifiant. Il y a des communes qui vont se retrouver avec 150 millions, 100 millions, pas plus. Mais ça, c'est pas terrible. Donc, moi, j'aurais préféré que dans un premier temps, le temps de permettre aux communes de prendre de l'élan, que l'appui gouvernemental soit plus important, surtout en termes de ressources financières. Et que, bon, ben, une fois que la commune aurait pu trouver un équilibre, le gouvernement peut se retirer un peu. Sinon, c'est très compliqué. Aujourd'hui, comme je le dis, il y a beaucoup de maires qui ont renoncé à leur salaire parce que ben, c'est l'exemplarité. Il ne peut pas continuer, il ne peut pas percevoir un salaire alors que la secrétaire qui est là-bas a fait 6 mois sans solde. Parce que, justement, les recettes ne suivent pas. Mais l'appui du gouvernement, c'est quoi concrètement? Mais l'appui du gouvernement, c'est le fonds d'aide aux collectivités territoriales, le FACT. Donc, c'est ce que je dis. En 2020, on a voté 2 milliards. Cette année, on a voté 3 milliards. Mais il y a beaucoup de critères, les critères démographiques, les critères géographiques, les critères même de niveau de vie dans la commune, ainsi de suite, qui font que, bon, ben, de toute façon, 3 milliards pour 117 communes, c'est pas terrible. Aujourd'hui, moi, j'aurais aimé que chaque commune, peut-être la commune rurale, puisse avoir un budget de 500 milliards, et 500 millions plutôt, et que les communes en ville aujourd'hui, avec beaucoup plus de besoins, puissent avoir au moins un budget de milliards. Parce que l'État sous-traite une bonne partie de ses devoirs à la commune. Il faut que la commune ait les moyens. Si elle n'a pas les moyens, ben, elle va faire quoi? C'est ce qui se passe certainement sur le gars. Mais il faut des partenariats, il faut créer des partenariats. Non, les partenariats aujourd'hui, avec la loi sur la décentralisation, c'est que même quand il y a de partenariat, le partenariat doit passer par le gouvernement. Et dans la loi là, c'est que même le gouvernement peut décider de ne pas débloquer toutes les ressources mises par le partenaire au profit de la commune qui a mené les affaires. En disant qu'il faut quand même une certaine équité. Si toi tu arrives à trouver un partenaire qui amène, je dis un truc comme ça, qui amène 30 milliards, ben, on ne va pas mettre les 30 milliards uniquement dans ta commune, on va dire, ben, écoutez, on va prélever quelque chose parce qu'il y a une ou deux communes qui sont en difficulté. Moi, je suis contre cette et ça va aussi, le temps relève ça. Non, il ne prélève pas pour lui-même, il prélève pour d'autres communes qui sont en difficulté. Moi, je suis contre parce que ça ne fait pas l'émigration. Oui, ça ne fait pas l'émigration. Moi, si je vais trouver des 10 milliards pour développer ma commune, je les prends, je l'amène. Ça peut passer par les caisses de l'État pour qu'il y ait de la transférabilité, mais on m'envoie mes 10 milliards pour que je développe ma commune. Sinon, pourquoi est-ce que je vais aller me battre pour chercher des fournisseurs, des bailleurs, si on vient me dire que ce que les bailleurs veulent t'envoyer là, bon, il faut que tu fasses passer par le compte du FACT et puis ils vont voir comment ils vont réguler, non. Il faut que chacun aille se demander, celui qui ne se demande pas, c'est tant pis pour lui. Non, puisque c'est le développement au niveau... Ici, c'est le développement de chaque commune. Quand ta commune est riche, tu fais venir les gens et ça profite à ta population. Mais tu ne vas pas faire venir les gens et après on va dire que non, mais écoute, comme toi tu as eu la chance de faire venir les gens, ben, il faut partager. Et pourquoi les autres ne travaillent pas? Non, pour moi, je l'avais déjà dit à l'époque, je suis absolument opposé à cette mesure, mais bon, maintenant j'ai 4 députés, quoi. Quand on dit qu'il faut voter, les choses sont vite faites. Est-ce que vous avez des partenaires, des partenaires? On est en étude actuellement pour moi en ce qui me concerne, et pour la préfecture, qui est une circonscription administrative, et puis pour les maires, mais là c'est vraiment en étroite collaboration avec les maires, pour qu'ils nous donnent leur plan directeur, pour qu'on puisse l'exposer à des bailleurs. On essaie, mais c'est pas facile. La situation au coronavirus a fait que les rapports nord-sud sont aujourd'hui très complexes. Oui, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez regretter, vous avez des regrets au niveau du net en tant que président national? Le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'on aurait souhaité avoir plus de députés. Mais non, il n'y a pas de regret. Écoutez, vous prenez des partis qui ont fait la conférence nationale souveraine, qui tous les jours parlent partout en disant que c'est qui sont importants, ils n'ont jamais eu de député à l'Assemblée nationale. Et nous, aujourd'hui, nous sommes l'un des partis qui n'a pas fait la conférence nationale souveraine. Moi, j'avais 15 ans ou 16 ans. Je me promenais en petit culotte, je faisais cerceau. Quand les gens étaient là, aujourd'hui ils sont encore là. Et aujourd'hui on se retrouve que il y a un parti comme le nôtre qui rentre et qui commence à faire son petit bonhomme de trou. Parce que vous savez, les gens nous disent souvent oui, c'est parce que les gens ne sont pas allés aux élections législatives, vous êtes allés. On a fait les élections locales. Et avec les élections locales, quand vous prenez UNIR qui a près de 70% des conseillers,
Vous avez l'ANC qui a à peu près 9% de conseillers. Vous avez, juste après ça, vous avez, si on considère que la C14 résiduelle, donc les 6 partis de C14 qui sont allés, comme ils sont allés ensemble, on ne peut que faire un partage équitable. Donc quand on divise les 130 conseillers qu'ils ont eu par 6, ça fait autour de 22 conseillers. Donc aujourd'hui, si vous prenez en termes de... sur les élections qui, d'une part, ont été inclusives parce que tous les partis ont participé, d'autre part, ont été très peu contestées. Donc c'est les élections, la référence ne peut être que les élections locales et municipales. Et quand vous prenez cela, c'est que vous vous rendez compte que après, donc, Uni vient l'ANC, après l'ANC, c'est l'IFC avec 44 députés. Et après l'IFC qui vient le net avec 33 députés. Donc nous avons pu montrer lors de cette élection que nous ne sommes pas des faire-valoir, hein, des béquilles, tout ce qu'on nous donne tous les jours et ça me fait rire là. Non. Mais que nous avons une vraie implantation. Et le plus encore, nous avons montré que nous avons une implantation nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des conseillers dans le Pendial, nous avons des conseillers dans la région de la Cara, même aujourd'hui dans une préfecture comme la COSA. J'ai tendance à rigoler en disant nous sommes les chefs de site de l'opposition dans la COSA parce que nous sommes le parti qui a le plus grand nombre de conseillers. Ça fait 3, c'est pas beaucoup, mais on est quand même le parti qui a le plus grand nombre de conseillers dans la COSA. Donc, les élections municipales ont permis de dire à tout le monde nous avons notre poids, nous avons notre incidence. Et donc, pourquoi je me plaindrais? Un parti qui vient, qui ne fait pas encore 10 ans, qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui a 3 députés, qui dirige un groupe parlementaire, qui a des députés qui sont dans le bureau de l'Assemblée nationale, qui a des maires, bon, on va dire ça comme ça, agents ou pas ces maires, et qui a des conseillers à travers le pays. Non, nous, aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on se frotte les mains parce qu'on n'a pas encore réalisé l'alternance, mais on est content de ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, honorable Djeritama, est-ce qu'il y a une vraie opposition au Togo? Ça dépend de ce que vous appelez opposition. Vous avez 3 définitions de l'opposition. La première, c'est celle qui est issue de l'article 2 du statut portant, de la loi portant statut de l'opposition au Togo. Au Togo, on dit pour être opposant, ou bien pour être de l'opposition, parce que opposant là, c'est connoté. Pour être de l'opposition, il faut avoir des députés à l'Assemblée nationale. Et que ces députés-là aient écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour dire nous sommes de l'opposition. Parlementaire. Donc aujourd'hui, non pas uniquement parlementaire, oui. Si on prend la définition telle qu'elle est dans notre loi, oui. C'est que si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas opposé. Ça c'est la définition. Les gens ne le savent pas, mais c'est ça la réalité. Alors que si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, suivant la définition de l'article 2 de la loi portant code des statuts de l'opposition, il faut être à l'Assemblée nationale et avoir envoyé un courrier pour dire moi je suis de l'opposition pour être considéré comme de l'opposition. Première définition. La deuxième définition, c'est beaucoup plus considérer que tout parti qui n'est pas dans la majorité gouvernementale est de l'opposition. C'est-à-dire que tout parti qui n'est pas en alliance est de l'opposition. Et la troisième, c'est vraiment ça, c'est la définition, on va dire entre guillemets radicale, c'est tout ce qui s'oppose de façon ferme au parti au pouvoir de l'opposition. Moi, personnellement, je n'aime même pas qu'on m'appelle opposant. J'aime qu'on m'appelle patriote. Parce qu'on a tellement galvaudé l'expression opposant que... Vous critiquez le régime. Non, c'est ce que j'ai dit. Je dis, on a tellement galvaudé le terme opposant que dans certains endroits, quand on dit opposant, là, on a l'impression que nous sommes des criminels. Non, je préfère qu'aujourd'hui on dise je suis de l'opposition, mais qu'on dise que je suis un opposant. Parce que quand vous allez dans un pays comme la France, vous n'entendez jamais indexer un homme politique comme un opposant. On dit il est de l'opposition. De la gauche et de la droite. Il est de la gauche, il est de la droite. Au pire des cas, on peut dire qu'il est de l'opposition. Mais opposant, là, c'est... Honnêtement, au Togo, ici, c'est comme Mama Yahi dit son show, quoi. C'est-à-dire que dans certaines régions, vous allez, quand on dit que vous êtes opposant, là, les gens vous regardent en vous disant, mais pourquoi vous êtes tombé dedans? C'est quoi? C'est un peu comme si vous promenez avec une machette et vous coupez la tête des gens. Donc moi, j'aime pas. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Non. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est une expression connotée. Elle est connotée négativement. Moi, je préfère aujourd'hui qu'on dise, je suis un patriote, je suis de l'opposition parlementaire. Mais patriote, tout le monde est patriote. Non, mais non, c'est ce que je veux dire. Moi, par exemple, quand UNIL fait quelque chose qui est bien, je dis c'est bon. Ça ne me gêne pas. Il y a des gens au Togo ici qui sont dans des partis politiques. Même quand on plante un arbre, on dit que c'est pas bon.
Moi, quand il fait quelque chose de bon, je dis oui, c'est bon. En quoi ça me dérange? Parce que moi, je veux aussi, quand demain, je serai là, que quand je fais, c'est bon. Parce que, ben, un jour, il faudra qu'on le prenne leur place aussi. Il ne faut pas laisser là-bas indéfiniment. Donc, j'aimerais bien que quand je serai là, que, ben, eux aussi me disent que c'est bon. Je suis allé à toutes les investitures depuis que je suis en politique, c'est-à-dire en 2015 et en 2020. Non pas que je conteste ou ne conteste pas les résultats, mais je veux aussi que le jour où je serai président vrai, pas président du net et tout ça là, hein, que mon adversaire politique vienne aussi à mon investiture. C'est ça le gentleman agreement. C'est ça être un homme d'État. En fait, dans nos pays, il faut qu'on fasse le distinguo entre les hommes d'État, qui mettent l'intérêt de la nation devant, et bon, nous les autres, quoi. On ne donne pas de nom à la télévision. Donc, oui, voilà. vous venez de dire tout à l'heure que si UNIR pose un acte et c'est bon, vous qualifiez. Mais qu'est-ce que UNIR a déjà fait et que vous avez le net à trouver ça bon? Ben, ils ont installé par exemple une centrale solaire à Habitat. C'est une bonne chose, moi j'applaudis. Avec le truc ciseau, comme je suis dedans, ils mettent des choses dans les villages, j'applaudis, c'est une bonne chose. Je ne veux pas dire que c'est mauvais. Hein. Aujourd'hui, on réserve près de 20% des marchés publics aux jeunes et aux femmes. C'est une bonne chose. Ben, je ne pourrais pas faire mieux. Mais aujourd'hui, on ne lutte pas contre l'impunité. Je suis contre. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des marchés gré à gré, il y a des gens qui ont des entreprises sur clé ISB. Je dis non. On ne lutte pas. On lutte contre la précarité, mais on se rend compte qu'elle ne baisse pas parce que justement, on fait du saupoudrage, je suis contre. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis contre. Vous savez, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, en 2 ans, j'ai fait 26 interpellations. Aucun autre homme politique sur les 5 dernières législatures n'en a jamais fait autant. 26 interpellations. J'ai même saisi la Cour constitutionnelle. Donc, ben, vous me suivez tous les jours, je suis le gars qui critique l'action gouvernementale tous les jours. Ben, ça ne veut pas dire que quand ils font quelque chose qui est bien, on ne dit pas que c'est bien, c'est bien. La déclaration des biens, c'est une bonne chose. Même si c'est confidentiel. Ben, c'est une bonne chose. Donc, il y a des choses qui sont bien, on dit c'est bien, et quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Moi, je refuse d'être un homme politique et que dès qu'on dit que les autres, les enfants, on dit ah non, que c'est mauvais. Non, mais attends. Dans la vie, il n'y a personne qui soit 100% mauvais, ça n'existe pas. Même nos enseignants qui nous tapaient à l'école, quand ils rentrent à la maison, ils rigolent avec leurs femmes. Donc, ils sont aussi bons quelque part. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un qui est 100% mauvais. C'est pour ça que j'aime bien la philosophie chinoise. La philosophie de l'homme est fait du yin et du yang. C'est-à-dire qu'il a du mauvais, il a du bon. Voilà. Donc, et c'est ces deux choses-là qui se font la concurrence tout le temps. Ben oui, quand c'est bien, moi, ça ne me gêne pas. Pourquoi ça me gênerait? Aujourd'hui, pourquoi le net n'est pas dans le gouvernement? L'opposition, là, c'est trop doux. Pourquoi? Non. On vous a fait appel, vous avez refusé. Même si on me fait appel, je ne vous le dirai pas. C'est bien. Non, aujourd'hui, on dit l'opposition s'oppose. Point. Quand vous êtes de l'opposition, vous restez dans l'opposition, vous vous opposez. Mais vous opposez de façon constructive comme nous faisons. Donc voilà, non, je ne vois pas. Il n'y a pas d'intérêt. Vous rentrez dans un gouvernement que vous dirigez. Mais vous ne rentrez pas dans un gouvernement. Vous voyez, moi, la liberté de ton que j'ai. Si demain je suis dans un gouvernement, je fais l'action, j'exécute la politique de celui qui a gagné. Donc, il y a un minant diom ton agbabéno. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire oui, rentrer dans un gouvernement et demain tu dis non, tu n'es pas d'accord. Ah non, donc soit tu rentres et que tu exécutes ou bien tu ne rentres pas et puis ben, tu ne rentres pas. Tout simplement. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, député là c'est trop doux. Donc on reste député. Maintenant, l'opposition non parlementaire, aujourd'hui, elle se déchire. Aujourd'hui, demain, on les voit réunis parce qu'il y a des échéances électorales, il faut des alliances. Mais qu'est-ce que vous avez, c'est-à-dire, quel regard portez-vous sur cette opposition non parlementaire? À chacun sa sauce. Moi, pour le moment, c'est parlementaire. Je m'occupe de ce qu'il y a. J'ai 3 députés à l'Assemblée nationale. J'espère en avoir une quinzaine en 2024. Et peut-être 5 parce que nous sommes sur une approche moyen terme. Nous ne disons pas que nous allons prendre le pouvoir demain. Nous sommes sur une approche moyen terme. Donc du coup, voilà, nous, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Je trouve tout simplement regrettable le spectacle qu'on découvre ces derniers temps ou bien régulièrement où les gens se tapent dessus. Mais bon, maintenant, après, si se taper dessus apporte de l'électorat, tant mieux. Maintenant, à la limite, si les gens se tapent dessus et que les militants les quittent pour venir vers nous, ben, ils n'ont qu'à continuer à se taper, c'est une bonne chose. C'est de la réelle politique.
Merci beaucoup. Le temps qui nous est parti est en train de s'égrener comme ça. Nous allons quitter le Togo. Ah, Oui, maintenant nous allons jeter un coup d'œil vers le Moyen-Orient, l'éternel conflit entre Israël et la Palestine. Mais chaque jour, c'est les armes, c'est la tuerie. Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? peut-être parce que ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Vous connaissez les croisades médiévales sur la Terre Sainte. La Terre Sainte, Israël est au confluent de trois grandes religions, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et donc ça veut dire que en fait, tout le monde trouve sa racine dans ce pays. Et ça déjà dans les temps médiévaux, c'était déjà un problème. Aujourd'hui, le problème est encore accentué par le phénomène d'apatridie relatif dans lequel vivent les Palestiniens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État palestinien n'est reconnu que par quelques pays, mais n'a pas sa souveraineté internationale, et donc ça pose un problème. Vous savez, quand parfois vous êtes dos au mur, vous n'avez plus d'autre solution que d'avancer. Donc, pour moi, la solution le conflit au Moyen-Orient, israélo-arabe, ne passe que par, pour moi, la reconnaissance de deux États, un État palestinien et un État israélien. C'est-à-dire que Israël ne dormira sur ses deux oreilles que quand il existerait un État palestinien, mais l'État palestinien, les Palestiniens ne peuvent pas oser s'arroger le droit de prendre tout l'espace en disant que ça leur revient. Il faut deux États qui existent et qui coexistent. Mais quels sont ceux-là qui sont derrière ce conflit? C'est un conflit. Moi, je dirais jamais que il y a des gens qui sont responsables. Vous savez, les Juifs ont subi quelque chose de traumatisant avec la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on les comprend en disant, nous ne voulons plus que ça nous arrive. Nous voulons avoir quelque part, parce que malheureusement, le peuple juif a été un peuple endémique, transhumant, quasiment, qui était dans toutes les choses et qui ont subi même déjà à l'époque, avant même la Deuxième Guerre mondiale, qui ont subi régulièrement les pogroms, Massada, le génocide aussi. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on comprend les Juifs qui disent, écoutez, nous voulons avoir un territoire protégé parce que nous ne voulons plus avoir ce qui s'est passé en 1945. Et au même moment, on doit aussi comprendre les Palestiniens qui disent, nous aimerions quand même avoir un État parce que c'est là où nous étions, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, moi, je ne veux pas donner du tort à X ou Y. Les Palestiniens ont raison de vouloir s'autodéterminer, tout comme le peuple hébreu qui dit, mais je veux avoir mon territoire. C'est pour ça que je dis que la solution ne peut passer que par la paix et la création de deux États autonomes. Tant qu'on n'est pas dans cette approche-là, cette guerre ne finira jamais. Le nœud du problème, c'est Jérusalem, qui est la capitale d'Israël. Mais la Palestine dit non, qu'elle ne reconnaît pas, comme quoi Jérusalem, comme capitale d'Israël. Mais comme je vous l'ai dit, c'est que... Alors que depuis, si j'ai bonne mémoire, Israël a été indépendante depuis 1948. 1948. Après 1948, après 2 ou 3 ans, donc l'ONU a choisi Jérusalem comme la capitale d'Israël. Mais par après, les pays arabes, les 22 pays à Ligue arabe au niveau du Moyen-Orient n'ont pas reconnu comme quoi Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais tout récemment, on a vu Donald Trump qui est venu acter et confirmer Jérusalem comme capitale. Est-ce que ce n'est pas une source de non, conflit? En fait, pourquoi est-ce qu'Israël a longtemps eu Tel Aviv comme capitale? Parce que sur les premiers accords, Jérusalem aurait dû être une capitale partagée. Or, vous avez des lieux saints des trois grandes religions dans cette ville. Donc, du coup, à partir du moment où on aurait pu faire comme on avait fait à l'époque avec Berlin, c'est-à-dire que la même capitale mais partagée par deux pays, et ainsi de suite. Voilà, l'Est et l'Ouest. C'était l'idée initiale, mais après, comme je l'ai dit aujourd'hui, l'un des problèmes que Israël affronte, c'est que ils ont décidé que leur pays devait être une terre d'accueil pour tous les Juifs du monde. Et donc, au bout d'un certain temps, il y a un problème d'espace qui se crée. C'est une réalité. Donc, longtemps, Tel Aviv a été capitale pour éviter
cette guerre sur une ville qui est une ville réellement culturelle. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Donald Trump, mais il y a aussi beaucoup de puissances qui continuent à ne pas reconnaître la souveraineté d'Israël sur Jérusalem parce que justement ça pose ce problème-là de haut lieu pour plusieurs religions. Mais moi je crois que je reviens encore à ce que j'ai dit. Si quelqu'un de façon unilatérale essaye de prendre des décisions en pensant que ces décisions-là régleront le problème, pour moi je pense que c'est une erreur. La bonne solution serait tout simplement de faire en sorte qu'il y ait deux États et que ces deux États-là luttent avec la même énergie contre tout ce qui est terrorisme. Parce que vous pouvez avoir des États et si l'État ne lutte pas contre le terrorisme, il y a des gens qui, par exemple, du côté arabe, qui veulent absolument l'annihilation de l'État d'Israël. Donc, demain, si vous avez des États, s'il y a des personnes qui ne veulent pas l'existence de l'État d'Israël, la Palestine devra lutter avec la même énergie contre ces personnes-là pour préserver la paix dans la sous-région. Mais si aujourd'hui on dénie aussi à la Palestine la capacité de créer un État, on fera même derrière notre mort, comme on le dit vernaculairement, il y aura toujours ce conflit-là. Parce que, comme je l'ai dit, quand vous êtes dos au mur, vous devenez une bête, tout simplement, et vous vous foncez, en ne pensant même pas à votre vie, parce que vous considérez que si vous ne pouvez pas avoir le minimum, la vie ne vaut pas la peine d'être prise. Israël, bien sûr, est en train de conquérir les colonies. Voilà, c'est ça. Oui. Ça reste un problème aussi, parce que au fur et à mesure que, par exemple, la Cisjordanie est en train de s'imiter, au fur et à mesure, il faut aussi plus ou moins comprendre les Palestiniens qui voient que leur État est en train de se réduire en peau de chagrin. Et qu'au bout d'un moment, si ça continue, au moins ils vont se retrouver sans territoire du tout. Donc, pour nous, la solution, c'est les deux États indépendants. D'accord. Honorable Djeritama, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission. Votre mot de la fin dans cette émission. Écoutez, nous avons une situation extraordinaire. Demain, on a 2 fêtes religieuses le même jour. Oui. Donc, souhaiter une bonne fête de l'Ascension et de Ramadan pour et les chrétiens et les musulmans. Continuer à insister sur les gestes barrières, parce que quand on voit ce qui se passe en Inde actuellement, oui, on avait considéré que c'était réglé, et puis à un moment, ça a pris. Donc, continuer à insister sur les gestes barrières. Et comme moi je l'ai dit, je suis un patriote. Je considère que nous avons un beau pays, et il faut juste que nous tous nous travaillons pour en faire un Eldorado, comme on dit toujours, l'ordre de l'humanité. Mais l'ordre de l'humanité n'aura de sens que si nous tous nous travaillons dans le pardon, dans la concorde et dans l'acceptation de la différence de l'autre. Il faut absolument, c'est-à-dire que nous venons de partout et nous devons nous accepter pour pouvoir construire ce pays. Vous avez un mot pour les chrétiens qui vous suivent? Écoutez, pour les chrétiens qui vous suivent, je vais vous surprendre, mais si les gens veulent m'inviter demain à midi, je suis libre et je vous donnerai mon numéro parce que je n'ai rien prévu pour le repas de midi. D'accord. C'est bon? Merci. Non, mais en fait, bon, ça c'est la boutade des choses. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la religion c'est la rencontre d'un homme et Dieu. Et je pense qu'une journée comme demain est une journée de spiritualité, que chacun doit revenir vers soi. Je n'avais pas forcément envie de dire quelque chose rentrant dans l'église, mais moi, la seule chose que je retiens et que je retiendrai toujours, c'est que aimons-nous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Et que la journée de demain soit une journée d'amour, de partage et bien entendu de rencontre vers notre Créateur, vers notre Dieu. Merci. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'étais avec l'honorable Djeritama. Il est le président national du parti Net Nouvel Engagement Togolais. Il est écrivain et il est un homme d'affaires aussi. Merci vraiment à vous qui nous avez suivis. Honorable Djeritama, merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux. Merci beaucoup. Donc, à très bientôt dans un autre numéro. Bye. C'est bon? I'm sorry, I feel I've been emotional, I'll be fire burning now. I'm running new, I'm fair, I'm presence.
Held on the beauty of Christ in my own little